3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Léa Dunan-Châtelet est à nos côtés, directrice de l'investissement responsable de DNCA. Bonsoir Léa. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Stéphane Déo de nous accompagner également. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Vous êtes gérant senior chez Eleva Capital. Et à nos côtés enfin, Frédéric Ducrozet. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous accueillir dans ce studio. Vous êtes responsable de la recherche macro de Pictet Wealth Management. Parlons macro peut-être pour entamer cette discussion. Frédéric, Stéphane, je me tourne vers vous. Vous êtes toujours une casquette d'économiste pas très loin, Stéphane. Frédéric, quand on prend les scénarios un peu consensuels pour les États-Unis et l'Europe, donc le consensus nous dit soft landing aux États-Unis, nous dit médiocrité continue en Europe, atonie de la croissance. Comment est-ce qu'on réfléchit aux risques qui sont attachés à ces scénarios ? On a le sentiment quand même que les risques attachés au scénario de soft landing américain ne sont pas tout à fait les mêmes que les risques attachés au scénario de médiocrité européenne. C'est vrai. La surprise par rapport à ce consensus, qui est quand même relativement fort en début d'année sur ces deux aspects, est différente par nature. Mais je dirais que maintenant qu'on a enclenché le mouvement de désinflation, cette charge de la preuve aussi, elle a changé un petit peu. Donc, je pense que le marché est vraiment focalisé sur le calendrier, le rythme des baisses de taux. Plus personne n'attend de hausse de taux. Voilà, c'est un fait. Et donc, il faudrait vraiment une grosse surprise à la hausse pour changer ce scénario-là. Sur l'inflation, en tout cas. Sur le marché du travail américain, pareil. On a des bonnes surprises, en tout cas sur les chiffres d'ensemble. On n'a pas de cassure. Mais moi, ce que je note, et notamment dans les minutes de la dernière réunion de la Fed, c'est cette crainte de la non-linéarité. C'est pas un ajustement sur l'inflation, c'est peut-être différent, mais sur le marché du travail, c'est quelque chose qui n'est pas linéaire, qui n'est pas en ligne droite, qui peut se faire de manière tout d'un coup plus soudaine. Et ça, le risque, en tout cas, s'il n'est pas élevé, il n'est pas pricé. Et donc, on surveille un peu ces deux aspects-là de notre côté. Oui, il y a un potentiel de baisse de taux peut-être même plus rapide à terme si l'inflation ralentit. Mais le vrai risque, entre guillemets, par rapport au consensus, il est plutôt à la baisse sur la croissance, selon moi, compte tenu du consensus qu'on a en début d'année. Ouais, très intéressant. Donc, c'est plutôt le risque d'avoir un atterrissage moins doux que prévu aux États-Unis qui prévaut, selon vous, Frédéric ? Je pense, et encore une fois, à partir du moment où on a une montée du taux de chômage qui est pour l'instant très modeste, qui a même reculé légèrement, qui est aussi drivé par des facteurs plus structurel, donc tout ça est un petit peu encore confus. Il suffit d'avoir un ou deux chiffres un peu plus mauvais, et encore une fois, dans les détails du dernier rapport sur l'emploi, c'est pas si bon que ça. Il y a des signes de craquement ici ou là, pour qu'à mon avis, ce consensus soit un peu ébranlé. Alors que sur l'inflation, encore une fois, on peut avoir 0,1, 0,2, 0,3 sur le corps ce jeudi. Ça va pas changer la donne, je pense, dans l'immédiat. Est-ce que c'était le sens du discours de Jérôme Powell lors du dernier FOMC mi-décembre, Frédéric, de signaler assez fortement au marché que la Fed serait proactive dans la séquence macroéconomique du moment ? Je crois. Il n'y a pas eu d'ailleurs vraiment de discours complètement en opposition de ça, que les membres les plus faucons de la Fed sont venus pour dire on baissera peut-être pas les taux avant l'été, mais il n'y a pas de contestation de ce constat très simple que la Fed a un mandat à double et que le plein emploi fait partie de ce mandat. Maintenant qu'on est quand même un peu plus convaincu, au moins de la direction de l'inflation, encore une fois le niveau on verra, il y a matière à s'inquiéter, à peut-être être plus proactif ou plus précis sur le premier mandat qui est le plein emploi. Stéphane, où est-ce que vous voyez les risques attachés au scénario consensuel de soft landing américain ? Il y a la question effectivement du lag, combien de temps effectivement est-ce qu'on verra le gros de la douleur infligée par le choc monétaire dans l'économie réelle ? Et dans le même temps, on a des marchés depuis 2 mois qui se sont considérablement détendus. Et là aussi, il y a peut-être un effet d'inertie, mais il y a quand même l'idée que l'assouplissement des conditions financières, et c'était noté dans les minutes, devient peut-être un challenge pour la Réserve fédérale américaine. Oui, complètement. Alors, je suis désolé, Frédéric, je suis pas c'est parfait. Tout à fait d'accord avec toi. Parfait. C'est un marché. Je pense, moi, un des risques, pour moi, c'est au contraire qu'il y ait une surchauffe de l'économie. Pourquoi ? Parce que si vous regardez... Devant celui que décrivait Frédéric ? Oui, pour moi, oui. Si vous regardez le consensus, on était à 1% sur les États-Unis il y a encore quelques semaines, ce que je trouvais honnêtement aberrant. On est passé à 1,1, 1,2, on est à 1,3 à l'heure actuelle, et moi je vois que des révisions à la hausse. Si vous regardez maintenant la consommation, vous avez créé 2 700 000 emplois l'année dernière aux États-Unis. Ça fait 2 700 000 salaires en plus. Ne serait-ce que sur le 4e trimestre, vous avez entre 0,3 et 0,4% de croissance. Vous avez les salaires qui ralentissent, mais l'inflation, comme tu l'as dit Frédéric, baisse beaucoup plus vite. Donc les salaires réels progressent. Vous redonnez du pouvoir d'achat aux ménages. Alors les Américains, c'est simple, vous leur donnez $1, ils dépensent $1.
Donc, le trimestre prochain, vous allez avoir une consommation qui va être très bonne. D'autant plus que les prix immobiliers repartent à la hausse. Donc, vous avez un effet richesse. Les actions, vous l'avez dit, ont eu une fin d'année géniale. Donc, vous avez un effet richesse encore énorme. Et on a eu un chiffre hier d'emprunt des ménages qui était 2 fois plus élevé qu'attendu. Ce qui est logique. Ça fait 1 an ou 2 qu'ils diminuent leur emprunt. Là, tout d'un coup, ils ont des actifs qui sont en train d'exploser. Il faut regarder la dette au regard du patrimoine détenu, toujours, bien sûr. Du coup, je peux emprunter plus. Ouais. Donc ça aussi, c'est de la consommation. Ouais. Donc vous voyez, avec des conditions monétaires qui sont considérablement assouplies, je ne suis pas en train de vous dire qu'un scénario de surchauffe est le scénario central. Non. Et effectivement, quand on regarde un petit peu dans les détails des chiffres de l'emploi qui étaient très bons, un brut de décoffrage. Quand on regarde un peu dans les détails, il y a beaucoup de choses. Il y a l'emploi temporaire, par exemple, qui a baissé. Vous avez des offres d'emploi qui ont baissé. On est toujours sur des niveaux très élevés. Mais tout ça, ça s'érode petit à petit. Donc, il y a très clairement un ralentissement dans cette partie-là. Mais oui, moi, je pense qu'il y a paradoxalement un risque qu'on ait un premier trimestre sur la conso qui soit très bon. Vous avez en plus un investissement qui tient en particulier à cause de l'IRA. Vous savez, l'Inflation Reduction Act qui donne des incitations aux entreprises pour investir. Alors, ce cher Donald Trump a dit qu'il allait abolir l'IRA. Donc, en gros, précipitez-vous, faites tout de suite, parce que sinon, on ne sait jamais ce qui va se passer après. Donc, les CAPEX vont tenir, en toute probabilité. On peut très bien se retrouver en fait avec une économie américaine sur la première moitié de l'année qui est beaucoup plus résiliente que ce à quoi on pense. Est-ce que c'est un risque pour moi? Oui. Est-ce que c'est un risque qui existe pour la zone euro? Alors, toute proportion gardée par rapport au potentiel économique européen. Mais ce que vous décriviez sur les salaires réels positifs, on le voit aujourd'hui, en ce moment, en zone euro également. Et pourtant, les enquêtes auprès des consommateurs ou des ménages montrent quand même qu'il y a une forme de dépression psychologique qui s'est installée de ce point de vue-là. Les Américains parlent de la vibe session, c'est-à-dire l'écart entre la réalité économique telle que vous, les macroéconomistes, vous pouvez l'observer, et ce qu'on retrouve pas d'ailleurs en termes d'appétit ou en termes de morale dans les enquêtes réalisées auprès des ménages et des consommateurs. Alors l'histoire est quand même un peu plus compliquée, je suis désolé, à raconter sur l'Europe, mais c'est vrai qu'il y a des éléments de comparaison. Les salaires là aussi en Europe sont maintenant plus dynamiques que l'inflation, surtout que les variations récentes des prix sont très très faibles. C'est-à-dire que l'inflation est toujours élevée, mais parce qu'on compare décembre, le dernier chiffre, à décembre l'année d'avant. Mais si vous regardez les variations depuis quelques mois, ça bouge quasiment plus. Donc, les salaires, c'est vraiment... En niveau, les prix ne bougent plus. Voilà. Quasiment plus. Quasiment plus. C'est beaucoup plus. Oui. Donc oui, effectivement, il y a quelque chose comme ça. Il y a un autre élément qui prêche plutôt en faveur de l'Europe, c'est que pendant la période Covid, il y a eu une épargne forcée, parce qu'il y avait plein de gens comme nous autour de la table qui ont perçu un salaire et qui ne pouvaient pas le dépenser puisqu'ils étaient cloîtrés. Donc cette épargne a été dépensée, en tout cas aux États-Unis, en grande partie. Donc, ils ont tapé dans leur épargne. En Europe, ce n'est pas du tout le cas. On a toujours un taux... France-Allemagne notamment. Exactement. On a toujours un taux d'épargne qui est élevé. Donc, on est toujours assis sur un matelas de cash important. Et quelle hypothèse vous faites par rapport à la désépargne ou non des ménages allemands et français dans les prochains mois et les prochains trimestres? Je fais l'hypothèse que cette épargne ne va pas venir en consommation, parce qu'elle n'est pas venue, mais voilà. Mais c'est, pour prendre le jargon de l'INSEE, c'est un aléa à la hausse, parce que si à un moment donné, on se dit, mais finalement, vous avez dit, le taux de chômage est au plus bas historique en zone euro, si à un moment donné, les ménages commencent à se dire, mais finalement, est-ce que j'ai besoin de toute cette épargne? On peut avoir une partie de l'épargne qui arrive en conso, et donc là, oui, effectivement, une fois de plus, ce n'est pas mon scénario central. Je comprends. Non, on parle de scénario de risque. Mais c'est potentiellement quelque chose qui peut contribuer à avoir des surprises à la hausse sur la consommation en Europe. Frédéric, où est-ce que vous voyez les risques pour le scénario européen? Donc la médiocrité, ça fait 1 an qu'il n'y a plus de croissance en Europe. Est-ce que ça continue comme ça? Est-ce que ça peut bouger dans un sens ou dans un autre? Et puis, pour résumer un peu la partie macro, à quel moment est-ce que vous voyez des conditions réunies pour que la BCE baisse ses taux et la Réserve fédérale baisse ses taux? D'abord, on est d'accord sur tout, les données et l'analyse.
Et je pense que la seule chose, avec 2 économistes, 4 mains, c'est dangereux. Ça fait beaucoup de points de vue et de débats plutôt longs. Non, je pense que le point de désaccord, de débat, c'est la transmission de la politique monétaire. Ouais. Je pense que c'est ça, parce que je suis d'accord pour l'Europe et je pense qu'elle est plus rapide, cette transmission de la politique monétaire. On a quand même un certain nombre d'éléments, une bancarisation et un système qui fait que ça va plus vite et que le pire est derrière nous. Donc je suis assez d'accord avec ça. Également, les salaires, à mon avis, un marché du travail qui est OK, mais j'ai du mal à voir des salaires accélérés pour toujours en zone euro non plus, avec une croissance quand même un peu molle. La BCE va être rassurée vis-à-vis de ce risque. Il y a une obsession. La BCE, je pense, il y a une forme de prétexte aussi. Quand Isabelle Schnabel, qui connaît ses données, qui connaît ses inquiétudes, qui connaît son sujet, vous dit entre les lignes quand même qu'elle est prête et que c'est qu'une question de calendrier, ça va venir. Donc peut-être que ce sera que le mois de juin, ce qui est d'ailleurs mon scénario encore. Peut-être que ce sera avril, mars, c'est pas ça qui est plus important, je pense. En revanche, effectivement, cette transmission, ce sera aussi le rythme, ce sera plein d'autres choses. Est-ce que l'épargne est utilisée? Est-ce qu'effectivement le reste de l'économie tient? Est-ce que la divergence entre une Allemagne quand même complètement à la traîne et des pays comme l'Espagne, parlons pas du Portugal ou de la Grèce qui vont mieux, va se réduire? J'en doute un peu, la France au milieu. Et puis pour juste terminer, parce que les États-Unis, c'est ça, je pense, le point quand même important, je pense que ce qui compte, c'est l'accès au crédit et le coût de financement. Et que c'est pas parce qu'un taux baisse pendant 2 mois que ça va changer la donne pour des entreprises high yield ou investment grade qui ne sont pas encore refinancées, qui vont devoir pas se financer à 3 fois plus cher, mais 2 fois et demi plus cher. Mais oui, ça restera plus cher. Pour moi, c'est un process. En tout cas, c'est pour moi l'erreur que j'ai faite personnellement aussi en termes de timing, de transmission de cette politique monétaire l'année dernière. Si c'est effectivement le cas, ça devrait encore être devant nous pour une grande partie. Et donc, vous dites, toutes choses égales par ailleurs, le bon timing pour une première baisse de taux, c'est plutôt fin du premier semestre, que ce soit la Fed ou la BCE? Oui, je pense que pour des raisons à la fois techniques, parce qu'il vous faut un certain nombre de chiffres, peut-être que janvier, c'est une point d'interrogation totale sur l'inflation, c'est quand même le mois normalement où on révise un certain nombre de prix sur les menus des restaurants ou des magasins. Il va y avoir un problème de saisonnalité, il va y avoir un problème de mesure. Eurostat va nous mettre un bazar pas possible. On ne va pas savoir quoi en faire, donc une banque centrale a intérêt à attendre. Pour attendre le chiffre de février, vous êtes déjà quasiment en avril, parce qu'il y a un petit délai, et donc voilà, peut-être qu'on peut attendre le mois d'avril, on verra. D'accord. Bon, sur le timing, pour conclure là-dessus, Stéphane? Oui, alors pour le coup, là, je suis d'accord. Donc plutôt plus tard que ce que le marché voit aujourd'hui. Oui, parce que en fait, vous avez une réunion début mars, je crois le 7 mars. Ouais, j'ai le calendrier, parce que le calendrier est important dans ce genre d'affaires. Et puis, 11 avril. Oui, c'est ça. Ça. Bon, ça, j'ai juste. Qu'est-ce que vous savez le début mars? Début mars, vous savez que vous êtes en récession parce que les chiffres économiques, en particulier en Allemagne, sont pas bons. Donc, on aura très certainement un 4e trimestre négatif à Nantes. Ouais. Vous aurez les chiffres d'inflation de janvier qui seront certainement bas parce qu'il y a des effets de base. Donc, une fois de plus, on va comparer avec... Dès le mois de janvier, ces effets de base vont être favorables? Il y a janvier, février, mars, vous avez 3 effets de base importants. D'accord. Moi, avec des simulations, alors effectivement, il y a énormément d'impondérables, donc je ne voudrais pas citer des chiffres précis, mais on peut arriver très proche de 2% dès février. Ouais. Donc on aura le chiffre préliminaire fin février. Début mars, ils savent que l'inflation est nettement au-dessous de 2,5, qu'on a une récession, et ils publient leurs prévisions de croissance. D'accord. C'est la règle du jeu. Moi, je ne serais pas étonné qu'on commence à signaler que... Qu'il y ait un signal au moins envoyé sur cette réunion. Voilà. Bon. Qui est que la baisse est dans les tuyaux. Et alors après, effectivement, que ce soit mai ou juin... Oui, une fois que le signal est envoyé, le marché en prend acte. C'est ça, effectivement. Peu importe. Mais c'est plutôt le genre de timing que j'ai en tête. Bon, sur ces considérations macro, Léa, comment vous regardez les choses, sachant que les résultats d'entreprise vont apporter peut-être aussi de la couleur et un éclairage différent. Parlant de l'inflation, on a beaucoup parlé de cette partie de l'inflation qui avait pu être générée par l'accroissement des marges, au-delà des standards historiques dans certains secteurs et chez certaines entreprises. L'inflation tirée par les marges, ça a été un vrai sujet pour les économistes. Et ça a été un très bon call, j'allais dire, pour les gérants actions. Ça a quand même effectivement dopé les profits et maintenu des niveaux de marge historiques encore aujourd'hui pour les entreprises européennes. Est-ce que ce phénomène va se dissiper? Est-ce que c'est ce qu'on va rechercher dans les discours des entreprises qui vont commencer à communiquer dans les prochains jours? Oui, c'est une très bonne question et je pense que la première partie de la réponse, elle va quand même dans cette capacité pour les marchés à anticiper cet atterrissage assez rapide. Je suis surprise et à chaque fois les économistes ou les stratégistes me surprennent, cette capacité à penser que dans un trimestre c'est terminé, et j'y crois très peu en fait.
Et je pense que lorsqu'on écoute le discours de terrain, vous avez évoqué le fait que finalement la confiance des ménages, par exemple, n'est pas vraiment là. Les entreprises n'annoncent pas non plus des baisses rapides de leurs coûts, d'une part. Alors financiers certes, mais pas seulement. L'ensemble des autres postes qui avaient augmenté significativement ces 2 dernières années sont toujours encore en hausse et ne commencent pas à baisser. Donc ça, c'est un point. Par contre, ils nous disent très clairement, et ça va de pair avec le sujet de consommation, que les hausses des prix, pour eux, c'est derrière eux. Donc ça c'est la première chose, et je pense que on peut pas se mettre dans un scénario microéconomique où les coûts financiers vont baisser rapidement. Et d'ailleurs, vous l'avez dit très justement, il y a une inertie, le refinancement des entreprises, il va durer encore 1 an et demi, cet effet taux élevé. Donc je pense que de ce point de vue-là, j'aurais beaucoup plus de prudence, et les premiers jours de bourse viennent de nous le dire, parce qu'en fait les marchés ne savaient pas trop dans quel sens partir, et étant donné la hausse qu'on venait de vivre d'une part, mais surtout finalement les chiffres micro et macro qui étaient en demi-teinte. Donc voilà, ça c'est la première chose. Si on considère la microéconomie en tant que telle, on a eu quand même pas mal d'alertes, on en a déjà parlé, la fin de l'année n'a pas été glorieuse. Le warning, oui, et puis des alertes assez tangibles sur les marges, justement, qui ont été excessivement bonnes et donc répercutées sur des résultats en hausse pour, on va dire, les 18 derniers mois. Le 4e trimestre de l'année 2023 a quand même marqué un temps d'arrêt assez clair. Pourquoi ? Parce que justement, les hausses de prix ne sont plus faisables ou acceptables, en tout cas de la même manière. Ouais. Donc ça va forcément commencer à se répercuter, et je pense que les entreprises commencent à nous le dire très gentiment. Je ne vais pas prendre de boule de cristal, on n'en sait rien, mais il y a quand même tout un tas de secteurs, l'automobile, les semi-conducteurs, on vient de l'entendre, qui témoignent plus d'un ralentissement que d'une accélération, et donc je ne vois pas comment les marchés actions pourraient être soutenus. Ça veut dire que le marché un peu global macro, lui, voit désinflation et donc baisse de taux et donc soutien pour les valorisations. Voilà. L'analyste et la gérante bottom-up stock piqueuse dit attention, parce que pour les entreprises, il y aura une phase quand même sans doute de compression des marges avec cette désinflation qui va leur enlever du pouvoir de fixation des prix. Absolument. Et je pense qu'il y a 3 paramètres qui vont être un peu compliqué à gérer pour nous. Le premier, c'est effectivement les prévisions de croissance des résultats qui étaient quand même élevées en fin d'année. On est autour de 7% à peu près. Ce qui, vu le contexte, semble relativement challenging. Donc ça, c'est la première chose. Mais pourquoi on a ces prévisions-là ? Parce que le marché va, a priori, se comporter uniquement sur les décisions de politique monétaire, comme c'est le cas depuis des années. Et donc, en fait, on a d'un côté la micro qui semble donner des signes de faiblesse, pour parler très simplement, et de l'autre côté, un soutien très fort à la hausse des marchés actions, qui est la baisse des taux. Qui va l'emporter entre les deux ? C'est assez compliqué de le savoir. Et puis, le 3e paramètre, c'est quand même les élections américaines. On rentre dans une phase d'élections américaines. Je sais qu'on ne va pas en parler. Si, on peut, bien sûr. Une volatilité considérable. Qui plus est sur des sujets de tension budgétaire qui vont être très forts, où on ne va pas tellement savoir dans quel secteur il va falloir aller mettre ses billes. Est-ce qu'il faut aller sur le pétrole l'année prochaine, ou est-ce qu'il faut aller sur la mobilité verte aux États-Unis ? Et ça, on va attendre 8 mois ça pour le savoir. Ça dépend un peu du prochain locataire de la Maison-Blanche. Je comprends. Qui est embarqué. Donc, faire des paris, y compris sectoriels cette année, ça va être assez compliqué. Sur la question des marges et du risque de compression des marges, où est-ce que vous voyez, dans quelle grande thématique ou dans quel secteur, est-ce que vous voyez des entreprises peut-être plus exposées que d'autres à ce phénomène de renversement, effectivement, de l'inflation ? Je pense que c'est clairement l'industrie, parce que c'est là où les charges financières sont quand même les plus élevées. Globalement, je compare par rapport plutôt au secteur, on va dire, de la santé ou de la consommation. C'est là où les coûts de logistique sont restés quand même relativement élevés et où finalement une grande partie de la hausse des prix avait déjà été passée. Donc si on maintient des niveaux d'endettement qui se sont quand même accrus sur certaines entreprises, bizarrement, début d'année dernière, c'était l'inverse. On voyait quand même encore des niveaux d'endettement qui étaient très nettement inférieurs à 3 fois la dette nette sur EBITDA, ce qui est un peu le seuil clé. Là, progressivement, on sent des entreprises qui ont des difficultés dans ces secteurs où il y a des investissements à faire, à maintenir des niveaux d'endettement faibles, forcément. C'est comme l'immobilier, quelque part. Donc, c'est vrai que là, il y aura des sujets sur les marges. À l'inverse, je pense, de secteurs comme la santé, qui n'ont toujours rien fait. Non. Je sais, c'est ma marotte. Et c'est pas qu'une marotte. C'est-à-dire qu'il y a un moment, c'est quand même les secteurs les plus agnostiques du cycle, qui n'ont rien fait, qui sont revenus sur des niveaux de valorisation et qui n'ont en général pas beaucoup d'endettement, pour parler juste de cette charge-là. Secteur défensif qu'on retrouve un peu plus décoté que d'habitude aujourd'hui en termes de valo ? Plus que beaucoup plus décoté. Oui, en fait, c'est ça qui est quand même intéressant. Parce qu'on a une mauvaise image de ce secteur si on regarde on va dire le secteur en tant que tel et ses performances l'année dernière en Europe. Ça a été quasiment bon, voire
très bon, mais c'est le fait d'une seule entreprise. Ah bah Novo. Si on enlève ah bah oui, celle-là, oui, si on enlève en fait, Novo le Nordisk. reste Ah bah bien sûr. du secteur Ah bah oui, on a en tête plutôt Sanofi, oui. catastrophique. Oui, Donc oui. il y a plein de, je dirais, de sélection de valeurs à aller faire dans ce segment-là, qui n'ont pour l'instant absolument pas redonné de couleur, je dirais, au portefeuille. Et pour des raisons saines, parce qu'on a parlé de l'écrasement des marges. Cet écrasement des marges, il va être peut-être un tout petit peu soutenu dans la santé par la fin de ce fameux phénomène de déstockage qu'on voit depuis 18 mois et qui dure et qui dure et qui dure. Je pense qu'au-delà des marges, ce qui va être intéressant dans la publication justement des résultats annuels, c'est est-ce qu'on a enfin touché ce point bas du déstockage. D'accord. Est-ce qu'on a un peu de restockage possible devant nous? Sur l'inflation tirée par les profits, c'est un phénomène qui touche à sa fin, Frédéric? Non, mais j'écoutais avec grand intérêt parce que c'est vraiment, depuis la pandémie notamment, moi je trouve la convergence de la micro et de la macro. Il faut aller parler aux boîtes et aux trésoriers et aux CFO, aux CEO pour comprendre le pricing power au point de vue macro. Je ne sais pas bien les mesurer d'ailleurs, les marges dans les comptes nationaux. C'est toujours imprécis, elles sont toujours élevées, et le titre que j'ai choisi pour les perspectives macro de cette année, c'est le prix à payer. Il y a un prix à payer, je pense, pour les entreprises et la macro de cet ajustement, de ces chocs et des réponses de politique monétaire qu'on a eues. Et effectivement, on le sent au niveau macro dans les enquêtes et on l'entend par les entreprises, il y a une limite à ce que la plupart des secteurs, les entreprises dans la plupart des secteurs peuvent répercuter en termes de hausse des coûts. Maintenant, je pense qu'il y a aussi un deuxième point, c'est qu'on va avoir une inflation qui est volatile pour longtemps. Je ne sais pas où elle va s'arrêter, 2, 2,5, 3 en dessous, mais je suis certain qu'elle sera volatile. Et on va se faire emporter par le marché, c'est quand même sur 2 données de publication d'inflation avec 10 points de base d'écart par rapport au consensus Bloomberg que le rallye est vraiment commencé seulement. Donc c'est la marge d'erreur. Et là-dessus, je pense que ça va continuer. On peut avoir des surprises à la baisse d'abord, puis à la hausse pour des questions totalement techniques aussi et d'autres impondérables. Je serais un peu prudent par rapport à ça et je pense que la direction, elle est quand même vers un ralentissement. Donc c'est effectivement de nature à soutenir les salaires réels, mais pour les entreprises et les profits, je suis entièrement d'accord qu'avec des anticipations encore à même 11% aux États-Unis et 6-7% en Europe, ça me paraît un peu trop haut. Et c'est illusoire d'imaginer, Stéphane, que la fin de ce surpouvoir de fixation des prix qui a été accordé à certains secteurs, certaines entreprises qui n'avaient pas historiquement de pricing power, la fin de ce phénomène, ça va forcément peser sur les marges? Ou est-ce que, je sais pas, dans certains secteurs, avec des gains de productivité, des nouvelles organisations, des boîtes qui sont en restructuration permanente, au moins depuis 3 ans à travers les crises qu'on a traversées, est-ce qu'elles ont anticipé ce moment-là, et est-ce qu'elles sont capables, au moins pour certaines, de maintenir peut-être des niveaux de marge, y compris au moment où elles baisseraient peut-être les prix pour retrouver un peu de volume à l'arrivée d'ailleurs? Les deux, en fait. Ouais. Non, mais c'est très... J'imagine c'est du cas par cas, mais... En fait, ce qui s'est passé, c'est à un moment donné, c'est plus une question de pricing power. C'est-à-dire que pricing power, c'est j'ai quelque chose que je vends qui est mieux que mon concurrent et donc je peux fixer des prix plus élevés. Sauf qu'à un moment donné, quand tous vos concurrents augmentent les prix, ben vous aussi, vous pouvez augmenter les prix. Et comme tout le monde fait le même raisonnement, ben ça fait boule de neige. Et c'est exactement ce qu'on voyait il y a un an. C'est-à-dire que, en fait, ce n'était pas une question de qualité, c'est que vous aviez une augmentation des prix qui était très, très généralisée. J'ai décortiqué les chiffres de novembre, on n'a pas encore les détails de décembre. Vous avez 80% des secteurs maintenant où l'inflation baisse. Donc cette belle histoire où tout le monde augmente les prix, donc moi aussi je peux suivre, et donc tout le monde fait pareil, etc., elle est exactement la même, mais inversée maintenant. C'est-à-dire que plus personne augmente les prix, donc plus personne ne peut augmenter les prix. Donc il y aura forcément quelque chose qui va se passer sur les marges. Par contre, j'avais regardé quel est le niveau de croissance dont on a besoin pour avoir une croissance des bénéfices. Et en fait, ce dont on s'aperçoit, c'est que décennie après décennie, le niveau de croissance nécessaire baisse petit à petit. Donc les boîtes ont fait des efforts sur les coûts, sur l'efficacité, etc. À 2000% de croissance mondiale, on peut faire le même résultat. J'entends que ça tout saute à ma gauche. Mais... Et donc, moi je me souviens, il y a 1 an ou 2, on me disait les marges sont mean reverting, elles reviennent à la moyenne. C'est faux. Elles ne reviennent pas à la moyenne. Elles reviennent à un niveau qui n'est pas exactement le même. Et puis, il y a un autre exemple qui est tout bête. Mais, donc, on a franchi quand même des paliers en termes de marge qu'on ne va pas redescendre. Si vous regardez le taux effectif d'imposition des entreprises aux États-Unis, il a été divisé par 3 depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc, à un moment donné, c'est quand même beaucoup d'argent que vous laissez dans les entreprises. Donc là aussi... oui. Là, je tout saute aussi. Si. Alors, Léa... Et du coup, le niveau de marge, après impôt, il est forcément beaucoup plus élevé qu'il l'a été avant. Donc, qu'il y ait une érosion des marges, c'est sûr.
Du coup, nous, on le joue de deux manières. On le joue soit avec ce qu'on appelle des compounders, c'est-à-dire des entreprises qui ont une stabilité de croissance, des perspectives à long terme et qui ont des bénéfices récurrents. Et en fait, quand vous regardez en fin de cycle, parce que c'est quand même une histoire qui ressemble à une fin de cycle, hein, le marché paye beaucoup pour ces entreprises-là qui arrivent à maintenir les marges. En début de cycle, tout le monde augmente les marges. Donc, ce n'est pas discriminant. En fin de cycle, les marges tiennent. Et donc ça, c'est le shift un peu défensif, vers des secteurs plus défensifs. Hein. Et l'autre shift, c'est on fait du barbell, on prend les deux extrêmes, il y a des valorisations sur certaines entreprises qui nous semblent juste déraisonnables et où il peut y avoir un potentiel de rebond assez important. En fait. Alors, je ne vais pas reprendre tous les points sur lesquels je ne suis pas d'accord, mais il y en a quand même beaucoup. Le point des marges qui ne peuvent pas revenir en arrière et de cette surinflation des coûts qui va baisser, c'est faux dans beaucoup de secteurs. Le premier, vraiment devant tous les autres, c'est l'automobile. C'est-à-dire que c'est la première chose que vous disent les constructeurs automobiles aujourd'hui et les équipementiers qui vont avec. Ils vous disent ça sera impossible de maintenir les marges qu'on avait avant et quand on voit la valeur du secteur, d'ailleurs, le marché n'a jamais anticipé un changement de statut de ces entreprises-là sur le plan boursier. En fait, ils estiment l'inflation non plus sur les sujets qui étaient liés au Covid ces 2-3 dernières années, mais sur la transition technologique qu'ils doivent faire. Et cette transition technologique, elle est là dans plein de secteurs. L'intelligence artificielle, elle vient bouleverser toute la partie des secteurs où il y avait des contenus, notamment donc dans les médias, mais aussi dans tout ce qui est récupération de données, par exemple, pour la science, je pense à des sociétés comme Relix. Toutes ces sociétés-là vous disent, mais en fait, on est extrêmement challengé sur nos marges pour des questions de rupture technologique, sur lesquelles, on n'a pas forcément investi et on a en fait plus de barrières à l'entrée par rapport à d'autres. 2, on a des difficultés de recrutement énormes. L'automobile l'a pointé du doigt clairement en disant de toute façon, si on doit aller chercher les bons sur ces sujets de l'électrification, d'abord ils ne sont pas nombreux, il va falloir les payer très cher. Donc il y a quand même, et là j'ai pris que ces deux exemples, mais je pense qu'on peut le mettre dans l'énergie, on peut le mettre sur les bâtiments, tous ces secteurs-là qui sont touchés par des ruptures technologiques et ils font une grosse partie de la cotation, vous disent pas que leurs marges ne sont pas challengées et au contraire. Donc ça je suis pas d'accord. Bon, je passe sur le sujet de l'optimisation fiscale parce que c'est un sujet particulier et donc on pourrait y passer beaucoup de temps. Donc il y a beaucoup d'optimisme dans ce que vous avez dit, qui ne se confronte pas quand même à la réalité aujourd'hui des entreprises. Mais c'est mon point de vue en tout cas. Oui, mais il y a une vue macro, une vue micro, et l'intérêt de confronter ces points de vue. Ouais, Stéphane. Non, mais j'ai du mal à m'exprimer parce que c'est pas du tout ce que j'ai dit. Ah bon. J'ai pas dit que les marges n'étaient pas sous pression. J'ai dit qu'on revenait pas à la moyenne, ce qui n'est pas du tout pareil. C'est ça. On a franchi des paliers, on ne reviendra pas au niveau le taux d'imposition des entreprises est divisé par 2, c'est pas de l'optimisation fiscale, c'est juste je paye moins d'impôts, donc j'en laisse plus pour l'actionnaire. Ça, c'est structurel. Bien sûr. Et sauf à faire le pari que Trump va multiplier par 2 les impôts, ce qui est possible, hein, on ne sait jamais avec Donald, mais je pense qu'effectivement, il y a une question de pression sur les marges. Ça, on est tous d'accord, une fois de plus, les prix n'augmentent plus, enfin, ou beaucoup moins qu'ils ne l'ont fait avant. Après, la question, c'est toujours pareil, c'est où est-ce qu'on met le curseur. Est-ce qu'on est un petit peu, beaucoup passionnément ou à la folie pessimiste sur les marges ? Moi, cette histoire-là, je l'entends depuis plusieurs années et moi, en tout cas, pour l'instant, les marges, elles tiennent. Chaque période de résultats depuis 3-4 ans, on a des surprises sur les EPS supérieures aux surprises sur les chiffres d'affaires. Et ça coïncide toujours d'ailleurs un petit coup de boost du marché. Voilà, les marges tiennent, etc. Donc il y a quand même quelque chose qui est en train de se passer inévitablement sur les marges. Il y a deux choses, il y a deux réponses à ça. La première, c'est que premièrement, le marché n'a pas payé pour les sociétés dont les marges étaient résistantes, en tout cas pas en 2022 et pas en 2023. Non. Donc ça, c'est un point important parce que cette résilience qu'il y a dans certains business models ne s'est pas concrétisée dans les performances boursières. Donc ça, j'y crois. Sur la partie des marges qui seraient maintenues, en tout cas ne reviendraient pas à la moyenne par des effets d'optimisation fiscale ou autres, pour moi, c'est pas sain. C'est comme un cours de bourse
qui monte parce qu'on fait du rachat d'actions. Ça veut dire que quelque part, la dynamique de la stratégie d'investissement d'entreprise, elle n'est pas là. On ne doit pas maintenir ses marges parce qu'on a des coûts qui baissent, notamment sur des pressions fiscales. On doit maintenir ses marges parce qu'on gagne des parts de marché, parce qu'on est plus efficace et parce qu'on a du pricing power éventuellement autre que celui un peu mécanique qu'on a vécu. Bon, on verra. La vérité est devant nous avec la période de publication des résultats du 4e trimestre qui sera la séquence immédiate des prochains jours et des prochaines semaines. Je veux bien qu'on dise un petit mot de la Chine aussi, Frédéric. D'ailleurs, je ne sais pas quelle est la question à poser. Non, mais... Je vais répondre, du coup. Oui, voilà, du coup, la réponse est facile. Non, mais si, est-ce qu'il y a au moins... Je l'espère. Ouais, un truc en 2024 mais avec la Chine qui serait une histoire un peu plus positive que ce qu'on a vécu depuis 2 ou 3 ans maintenant. Alors, je vais garder la vue quand même relativement positive qu'on a à court terme. On ne pense pas que la Chine soit le nouveau Japon d'une spirale déflationniste. Je pense qu'il y a du pragmatisme et mine de rien quand même une accumulation de mesures de gouvernement qui, en fait, quand vous faites le total de toutes les liquidités injectées, baisse de taux, soutien budgétaire, et en fait dépasse ce qui a été fait pendant la pandémie quand même. Alors, en fait, c'est une mauvaise nouvelle. Parce que compte tenu de c'est quasiment 10% du PIB qui a été d'équivalent de soutien à l'économie et qu'on n'a pas de reprise, c'est que le mal est plus profond. On parle de confiance du consommateur, elle est à la cave pour un moment et il va falloir qu'il se passe quelque chose. Et je pense que vraiment ça reste du côté de l'immobilier, un moment vraiment de nettoyage entre guillemets plus clair pour que les investisseurs et le consommateur vraiment retrouvent un peu ces animal spirits. Mais c'est inquiétant quand même au-delà du court terme parce que je crois que même plus fondamentalement, en réalité, on aura les élections à Taïwan ce week-end. Je crois que le risque, il est le prix à payer pour la Chine. C'est une croissance potentielle plus faible chaque année qui passe. La démographie n'a fait qu'accélérer ce déclin pendant la pandémie. Le marché immobilier, c'est l'économie, notamment en Chine, avec la construction et l'investissement qui va derrière, il n'y en a plus. Le moteur de relance, il n'est pas là. Et surtout, dernier point, Xi Jinping a décidé et officialisé, je crois, en décembre, pendant cette conférence qui tiennent tous les 5 ans sur les affaires étrangères, le ton durci sécuritaire, la sécurité du pays avant la croissance. Donc ça fait quand même beaucoup de poids d'obstacles structurels à long terme. Oui, je pense qu'on peut avoir un petit rebond, qu'il y a toujours un commerce interrégional qui se développe, que c'est pas qu'on a touché le point bas, j'espère, mais d'un point de vue purement court terme, au-delà, c'est pas très réjouissant. Avec des effets d'entraînement, alors qu'ils sont peut-être très différents aussi de ceux qu'on pouvait avoir dans la décennie passée, d'une certaine manière. Tout à fait, et puis on peut espérer bien sûr qu'il y ait un changement, enfin, l'éclatement de ce monde, la fragmentation, ça présente aussi des opportunités pour d'autres pays, l'Inde évidemment, qui d'ailleurs quand même devrait avoir un petit coup de mou, parce que c'était bien passé jusqu'ici, la Corée, d'autres pays en Asie qui ont toujours ces liens. Si le reste du monde tient, il va y avoir un moteur qui peut remplacer en partie le moteur chinois. Mais au-delà, il va falloir apprendre à vivre avec une croissance chinoise de peut-être 3,5-4% à terme, ça fait un gros changement. Et vous disiez, Stéphane, si les problèmes de la Chine sont connus, ils se matérialisent beaucoup plus vite que ce qu'on pouvait imaginer il y a encore quelques temps. Hein. Non, c'est pas vous qui dites ça. Si. Je sais plus. Si. Non, mais le phénomène démographique, la baisse de la croissance potentielle, etc., ça arrive plus vite que ce qu'on pouvait imaginer. Pour moi, en fait, je ne vais pas redire ce qu'a dit Frédéric, mais il y a 3 problèmes. Il y a un problème de croissance potentielle, effectivement, avec la croissance démographique. Il y a le secteur immobilier qui va plomber, je pense, pour assez longtemps la Chine. Et puis, il y a un problème de gouvernance qui est très clair. Après, ça, c'est la vue macro. Quand vous achetez une action, vous n'achetez pas le PIB. Ben non. Ce n'est pas le même animal du tout. Et en fait, moi, quand je regarde la cote chinoise, ce que je vois, c'est... elle a beaucoup baissé, évidemment. Une fois de plus, pour de bonnes raisons, mais de manière indiscriminée. C'est-à-dire qu'il y a certains secteurs auxquels je ne toucherai pas, ou je n'essaierai même pas de toucher. Par contre, il y a des secteurs qui ont une croissance extrêmement forte. Nous, on est actionnaire, par exemple, de Pinduoduo, c'est 30% de croissance par an. Et c'est des valeurs qui se payent à des prix complètement cassés, parce que simplement, c'est la Chine. Donc, tout le monde est parti de la Chine, tous les investisseurs. Et donc, les valorisations ont été baissées partout. Et donc, il faut faire attention à la partie macro où effectivement il y a beaucoup de challenges. Après, c'est une tendance classique. Vous prenez le PIB du Japon il y a 30 ans, c'est pareil, c'est du 10%, et puis petit à petit ils ont baissé. Donc de ce point de vue-là, il y a un parallèle qu'on peut faire. Mais il faut faire attention en tant qu'investisseur
l'argument est assez différent. Ah ouais, j'entends. Parce que en stock picking, il y a de très belles opportunités et on peut faire pas mal d'argent. Et c'est de la performance qui peut se matérialiser. Enfin, pour ça, il faut qu'il y ait des flux qui reviennent quand même sur ces valeurs. Tout le monde nous dit que c'est ininvestissable aujourd'hui, mais alors moi je ne dis pas ça par contre. Non, mais ce que je veux dire, c'est il y a suffisamment de gens qui pensent que c'est encore investissable pour que justement pour l'instant, ces valeurs que vous ciblez retrouvent quand même de la valorisation. Pour l'instant, vous avez certaines valeurs comme ça qui payent du 15% par an. Donc même si je me trompe, il faut assis sur du 15%. Donc finalement, je suis patient dans ces conditions-là. Mais effectivement, si on revient sur des valorisations normales, le potentiel est beaucoup plus fort. Mais pour ça, il faut effectivement que la marée remonte et donc que les investisseurs reviennent. Et ça, pour l'instant, on ne le voit pas. Non, le marché a du mal à trouver son point bas. Effectivement, c'est ce qu'on voit encore en début d'année. On parlait de la gouvernance d'un pays comme la Chine, mais je voulais qu'on dise un mot de l'ESG en 2024. Léa, avec vous, directrice de l'investissement responsable chez DNCA, à quoi ça sert l'ESG en 2024 et comment on pratique l'ESG en 2024 ? J'espère que l'ESG en 2024, ce sera l'occasion de tirer les leçons. Non, mais les leçons d'un marché, vous le savez, qui a explosé et donc qui est devenu totalement illisible en réalité parce qu'il y a 1000 ESG dans ce qui est proposé. Donc, il y a du bon comme du moins bon, y compris en termes de sélection de valeur et de performance. Je crois que ce qui est arrivé entre 2010 et 2020, c'était un effet thématique d'investissement poussé par une baisse des taux. Donc, finalement, des performances un peu sans discrimination de tout un tas de secteurs qui... il se trouve cocher bien les cases des thématiques du développement durable. Donc ça, c'était facile et on en a tous bénéficié, ce qui permet de fermer la porte à ceux qui disent que l'ISR ne fonctionne pas. Ça a fonctionné pendant 10 ans, ce qui est un cycle très long. 2022, plus compliqué, mais il y a plein d'éléments contraires. On l'a déjà dit, la hausse des taux, la guerre en Ukraine, la sortie de crise Covid favorable à des secteurs ultra cycliques et plutôt pas chers. Bon, ok, ça c'est fermé. 2023 est une année où j'ai des sons de cloche assez intéressants, à la fois des personnes qui me disent ça marche toujours pas, et puis finalement des performances d'un autre côté de fonds très purs qui sont plutôt très bonnes. La raison, elle est simple, c'est que ça y est, on va introduire la notion de sélectivité dans l'ISR. Ça veut dire que on ne sélectionne pas le secteur de la santé, on ne sélectionne pas le secteur de l'eau, on ne sélectionne pas le secteur de la techno. Au sein de ces secteurs, ou des énergies renouvelables, il y a des bons et il y a des mauvais élèves. Et c'est ça qui est important. Tiens, d'ailleurs, Grifols nous le montre parfaitement aujourd'hui. Si on écoute finalement l'ISR en tant que tel, tout ce qui est santé, c'est bien. Non, il y a du bien, il y a du moins bien. Et c'est ça qu'il va falloir faire maintenant quand on est gérant, c'est revenir à son métier de... C'est que j'avais mal compris. Alors, parce que pour moi, l'ISR, et vous m'en parlez depuis 15 ans, Léa, je vous en remercie. J'avais compris que l'ISR était avant tout une gestion de conviction et justement que ça permettait, dans un secteur ou dans une thématique, d'aller choisir celui pour qui on pensait qu'il y avait les meilleures qualités extra-financières, etc. Je pensais que c'était ça, moi, l'ISR. Non, je pense qu'on a oublié de cocher la case financière. Et c'est pour ça que 2023 était intéressante. Et ça s'est encore plus concrétisé sur le secteur. L'ESG s'est trop détaché de l'analyse financière. Bien sûr, tous les marasmes boursiers de l'année dernière, dans les équipementiers des énergies renouvelables, dans le rail, enfin bref, je ne vais pas les citer, ont été surachetés par les marchés, par les fonds ISR, parce que ça cochait la case de la taxonomie. Ah oui, il y a un super chiffre d'affaires taxonomie, on fait fi de la qualité fondamentale financière, de toute façon ça va marcher. Oui, ça marchait quand il n'y avait pas de prix justement à donner à ces valeurs. Aujourd'hui, le marché est plus exigeant, les niveaux de taux vont rester élevés de toute façon, même s'ils se stabilisent ou ils baissent. Donc on est dans un paradigme différent et il faut aller chercher des acteurs de qualité financière et extra-financière. Les deux vont de pair, c'est impératif. Ouais. La conviction ESG doit reprendre également la dimension financière de l'analyse. Absolument, pour ceux qui l'avaient perdu. Pour ceux qui l'avaient oublié. Logique d'investissement pour 2024 chez Pictet, Wealth Management. Frédéric, quelles sont les grandes lignes, les grandes idées ? Faire écho à ce que disait Léa, parce qu'on a commencé l'année avec un biais défensif après 2 mois, un peu de folie, un peu trop tout fast, tout furieux en fin d'année, et qu'on pensait que les banques centrales n'allaient pas baisser les taux dès le mois de janvier, disons pour faire simple. Après, l'obligataire, justement, il faut être un peu plus agile et pas acheter une obligation une seule et la garder jusqu'à maturité. Il faut faire les choses bien, mais la duration en Europe, l'obligataire pour les bonnes entreprises de qualité jusqu'à 3, 5, peut-être même 7 ans,
On en a aussi. On garde de l'or pour tout ce qui peut se passer cette année. Je ne vais pas faire la liste des élections ou des... Plus que d'habitude ou pas? Non, alors... Parce qu'en Suisse, l'or, vous me direz, c'est un basique, quoi. Non, mais j'ai jamais entendu une maison suisse me dire qu'on n'avait pas d'or. Je ne sais Désolé, pas. Je suis pas suisse. Je veux non. Et en plus, l'or a fait ses preuves. Et moi, je suis pas certainement pas un aficionado en temps normal. Ah ouais. Mais là, il y a une vraie pertinence. Quand votre trésor du trésor américain et d'autres safe haven classiques jouent moins leur rôle de diversification, bon, on en a encore, mais oui, 3-5% maximum. Ouais. Et puis, on va être encore plus sélectif aussi dans tous les actifs réels et alternatifs qu'on peut avoir, parce qu'une montée des taux et des taux qui, encore une fois, même s'ils baissent, sautent un petit peu, structurellement ont changé de régime. Ça aussi, ça va être un challenge pour, à mon avis, toute une classe de... Et ça veut dire quoi? C'est pas encore un marché d'acheteurs pour ces actifs alternatifs? C'est un marché non liquide par définition, dans lequel la réalisation de mais où la discipline, exactement peut-être comme l'ESG, sans faire des parallèles hasardeux, va être plus importante. On ne peut plus acheter des entreprises avec un niveau d'endettement ou rentrer dans des stratégies d'endettement aussi importantes. On doit être plus sélectif. L'immobilier est intéressant malgré tout dans certains secteurs, peut-être même encore plus parce que c'est aussi historiquement les années où vous faites les meilleurs investissements. Donc un peu de tout ça et peut-être encore un peu de prudence sur les États-Unis pour les raisons que j'ai citées. Ouais. Chez Eleva Capital, pour la stratégie que vous gérez, Stéphane, bon, on n'est pas obligé de faire tout 2024, mais là, aujourd'hui, comment est-ce que vous êtes positionné? Sur la poche taux, on est positionné assez court sur la courbe, avec l'idée que à un moment donné, les banques centrales vont acter effectivement la baisse des taux. Alors, une fois de plus, je ne sais pas si c'est mars, avril ou mai. Et donc, dans ces cas-là, c'est ce qu'on appelle le belly de la courbe, c'est-à-dire la partie intermédiaire qui normalement donne la plus forte rentabilité. On est aussi surpondéré sur le crédit court. Parce qu'une fois de plus, si les taux courts baissent, forcément, vous avez le double effet normalement. Sur les actions, on reste assez dynamique, mais une fois de plus, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est une stratégie de barbell, avec d'une part des belles sociétés qui ont des taux de croissance forts, etc., des marges récurrentes parce qu'il y en a, et de très haut niveau. On en a une qui a 75% de marge, par exemple, que je ne citerai pas, qui s'appelle Nvidia. Et puis, vous ne connaissez pas? Oui, historique. Et de l'autre côté, effectivement, il y a quand même certains actifs qui nous semblent avoir suffisamment des côtés, c'est ça, d'accord. De pricing. Dans les small caps en particulier, ou dans les mid caps, il y a des choses qui nous semblent déraisonnables. Et donc, il faut les avoir et attendre le re-rating, en fait. On a beaucoup parlé des small cap hier. Je vous renvoie à l'émission d'hier si vous voulez avoir les avis des gérants d'hier, en l'occurrence, sur les small cap. Mais il y a un vrai consensus qui se forme sur l'idée que c'est peut-être pas mal d'être positionné, ou en tout cas être trop short de small cap aujourd'hui. Ça peut être un risque pour les prochains mois. Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché. Stéphane Déo, Eleva Capital, Frédéric Ducrozet, Pictet Wealth Management, Léa Dunan-Châtelet, DNCA Investments.